bienvenue sur Roots TV pour un autre numéro de votre émission Pour ou Contre. Le thème d'aujourd'hui est à la fois délicat et complexe. Délicat, je vais dire, pour les raisons qui le motivent, et complexe à cause des enjeux qu'il implique. La fuite des cerveaux se définit comme l'ensemble des migrations des employés et des travailleurs qualifiés d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Nous avons comme invité aujourd'hui Armand Billy, qui est docteur en histoire et chercheur indépendant. Armand Billy est pour la fuite des cerveaux. Nous avons aussi M. Charles Tchaneno Téné, qui est un exilé académique. Pas un exilé, mais un expatrié académique. Un expatrié. J'aime bien la précision. Moi, voilà, qui permet de faire la différence justement entre des exilés, c'est-à-dire des gens qui fuient leur pays justement, et des gens qui sont à la recherche des connaissances pour rentrer, les mettre au profit de leur pays. J'aime bien la précision, mais on va aussi préciser que vous êtes doctorant en psychologie du travail. Tout à fait. Voilà. Alors vous êtes contre. Ouais, vous êtes contre la fuite des cerveaux. Et je préciserai dans quel sens je m'inscris contre. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y a débat. Et je vais demander à M. Armand Billy de me définir un cerveau. Parce que, est-ce que le cerveau, c'est seulement un employé qualifié? Le cerveau... Disons, on entend par cerveau, quand on parle de fuite de cerveau, on pense d'abord aux personnes qualifiées, aux employeurs, aux gens qui ont une certaine compétence dans des domaines précis. Donc on peut parler des ingénieurs, on peut parler des chercheurs, on peut parler des professeurs. Donc c'est un grand ensemble quand même qui peut apporter quelque chose dans le développement d'un pays. C'est à peu près comme ça qu'on peut définir le cerveau dans le sens de la fuite des cerveaux. Et un grand artiste serait quoi à votre avis? Bien sûr, un artiste c'est aussi un cerveau, c'est un grand cerveau. Je pense qu'en fait, c'est vrai que à l'origine, puisque le débat sur la fuite des cerveaux est mis en Angleterre, surtout c'est les journalistes anglais qui ont initié ce débat dans un contexte de fuite de personnes hautement qualifiées, et dans leur contexte, quand ils parlaient de brain drain, ou bien en anglais de brain drain, ou bien de fuite des neurones, oui. Ils voyaient davantage la fuite de la matière grise, c'est-à-dire des gens qui ont un certain niveau de formation et qui partent mettre cette formation-là au profit des autres nations que les leurs. Mais moi, je vois dans la fuite des cerveaux la fuite des compétences, tout simplement. Et c'est dû à quoi? La fuite des compétences. Cette fuite de compétences. Il y a tellement de paramètres. Parce que quand on parle de fuite de cerveau, il y a pas seulement, à mon avis, des personnes qui sont déjà hautement qualifiées. Il y a aussi ce que je pourrais appeler la fuite des cerveaux en gestation, c'est-à-dire des étudiants. Parce qu'il y en a qui quittent leur pays d'origine, pour aller dans d'autres pays. Effectivement. Bon, c'est pas, bon, il y en a qui vont avec l'idéal de retour. On part, pourquoi ils partent? Pourquoi ils cherchent à partir? Pourquoi ils cherchent à partir? Parce que déjà, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions viables sur le plan infrastructurel. Il n'y a pas de conditions viables sur déjà le contenu de quelques infrastructures que détient un pays. Ils recherchent, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent des moyens viables pour pouvoir faire évoluer déjà leur intellect et pour pouvoir se former durablement et de manière assez intelligente et plus haute. Mais il y a quand même des infrastructures. Vous voulez dire que, on va dire qu'on ne peut pas avoir toutes les infrastructures et qu'on peut avoir envie d'aller se former pour autre chose, parce qu'on a quand même des écoles comme les écoles de médecine, polytechnique et autres. Je vais vous prendre juste un petit exemple. Si vous partez dans beaucoup, c'est-à-dire vous parcourez un peu l'Afrique, il n'y a pas beaucoup d'établissements dont les étudiants ont un ordinateur. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire un ordinateur, c'est l'outil principal déjà pour faire des recherches.
Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais un petit retard, justement par rapport à l'ordinateur. Je n'étais pas habitué avec l'ordinateur, tout se faisait de manière écrite. Et donc, quand vous arrivez dans un pays où l'ordinateur est l'outil principal et que on fait tout pour que chaque étudiant puisse avoir un ordinateur, même s'il n'a pas un ordinateur, mais il y a des ordinateurs dans les établissements pour que les étudiants puissent travailler de manière, évolutive. Donc, imaginons cette différence-là. Quand vous arrivez dans un pays africain où on n'arrive même pas à avoir un ordinateur pour pouvoir, ça fait un frein. Et les gens cherchent quoi? Les meilleures conditions possibles. Ça, c'est un outil de travail. Ça, c'est un outil de travail. C'était juste un exemple. Je vais commencer déjà par dire, par faire une précision et pour justifier justement pourquoi je m'inscris un peu en faux contre l'idée qui est très répandue autour de la fuite des cerveaux. Parce que la fuite des cerveaux, c'est un phénomène plus complexe que ce qu'on a tendance à présenter ou bien à faire croire à l'opinion. Déjà, entendons-nous sur le fait que la libre circulation des personnes, c'est un principe fondamental de droit et c'est stipulé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme en son article 13, les 2 alinéas 1 et 2 précisent que tout être humain est libre d'aller où il veut, y compris de partir de son pays et de revenir quand il veut. C'est pas là. Donc, quand cela est dit, l'objet du débat n'est pas au niveau des individus, mais au niveau de l'argument qui est souvent avancé et qu'on a même les individus à épouser cet argument. Et c'est au niveau du capital humain. Et c'est ce que mon contradicteur en fait, a tendance à faire valoir, c'est-à-dire à pointer les pays que je qualifierais d'exportateurs de cerveau, à faire d'eux des victimes, à faire d'eux des coupables en fait, alors que dans la plupart des cas, ils sont des victimes d'une politique qui est savamment huilée parce que les États d'accueil, les pays d'accueil sont en pénurie de main-d'œuvre. En réalité, c'est ça le problème. C'est que les gens sont en pénurie de main-d'œuvre et ils créent des conditions qui facilitent la mobilité des personnes qui sont hautement qualifiées au détriment des autres qu'on qualifie. Peut-être que ce serait très dangereux, peut-être que c'est aussi un moyen de continuer à tuer l'Afrique, non? Je ne pense pas. Est-ce que ça tient... Mais aucun pays ne peut se développer dans un contexte où tous ses meilleurs, toutes ses intelligences se déplacent. Mais il faudrait qu'on s'entende. Pourquoi le débat est focalisé au niveau de... Aujourd'hui, quand on parle de l'immigration, ce qu'on vous présente, c'est des gens qui se noient en mer et autres. C'est qu'on veut... c'est parce que là, c'est pas le thème. Peut-être que ça sera... Oui, mais ça fait partie du thème, en fait. Ça fait partie du thème, en fait. C'est qu'on veut décourager une certaine la fuite de la matière grise. Pas de la matière grise, on ne décourage pas la fuite de la matière grise. On veut décourager la fuite de ce qu'on appelait des forces. La fuite de la main-d'œuvre, puisqu'ils n'en ont pas nécessairement besoin. Comme on appelle puisqu'ils n'en ont pas nécessairement besoin. Et encourager la fuite des cerveaux à travers des politiques d'immigration, comme la politique d'immigration choisie. Vous voyez des États qui, aujourd'hui par exemple, quand vous êtes chercheur, vous êtes étudiant dans une filière qui est prisée, on vous donne le statut de chercheur scientifique qui vous donne la possibilité d'avoir un titre de 10 ans en France. Mais quand vous êtes dans une filière qui n'est pas prisée, on vous donne un statut d'étudiant qui vous oblige à renouveler votre titre chaque année. Vous qui êtes pour alors, vous qui êtes contre la fuite des cerveaux, est-ce qu'il est évident donc pour ces grosses têtes, ces gros cerveaux immigrés par exemple en Occident, de rentrer et avoir le même statut, par exemple le statut qui leur est donné ici, d'ingénieurs scientifiques ou de chercheurs qualifiés, en Afrique par exemple? Est-ce qu'ils ont cette possibilité? Comme je l'ai dit, la mobilité individuelle, c'est un droit absolu à tout le monde. Je critique la politique qui est derrière, qui est une politique d'aspiration de la main-d'œuvre dont nos pays ont besoin. La liberté dont vous parlez, la liberté, pour moi, ça reste théorique.
Ça reste théorique, si on parle des droits de l'homme, ça reste théorique. Mais à côté de cela, il y a des nations, il y a des États qui sont en train de travailler pour la sécurité de leur pays. C'est ça, là. Il faut faire attention avec la notion de liberté de circuler et la sécurisation des pays qui sont indépendants. Donc, il y a des gens qui meurent, ça c'est vrai. Bon, je vais revenir quand même sur un petit point, sur le pauvre. Je vais apporter plutôt une nuance. Je suis plutôt dans la compréhension des gens qui se décident à rester sur place ou bien qui décident à partir dans un autre pays que le leur. Bon, c'est pas vraiment, quand on quitte son pays initialement, c'est pour avoir on a le projet de rentrer, de revenir, transmettre ce qu'on a acquis comme pouvoir sur place. Mais quand on n'a pas la possibilité de le transmettre parce qu'il y a des freins déjà sur place, c'est-à-dire... Ces freins viennent de quoi? Non, mais avant qu'on arrive à ces fins, je voudrais déjà le remercier de soulever, de poser ces problèmes. C'est-à-dire que finalement, il est d'accord avec moi que en réalité, on a tendance, parce qu'en réalité, quand on parle de fuite des cerveaux, on a ce qu'on a appelé, ce que les chercheurs ont appelé les push factors, qui sont des facteurs de centrifuge, qui poussent les gens à partir. Ça, c'est des facteurs qui sont réels, mais qui ne sont pas les seuls facteurs, qui ne sont même pas les facteurs prédominants. On a tendance à ne pas parler des pull facteurs, c'est-à-dire des facteurs qui attirent et qui sont justement des facteurs qui sont des politiques, comme je le disais tantôt, savamment, c'est-à-dire un cadre légal qui encourage les gens à venir comme au Canada, par exemple. Comme au Canada, par exemple, n'entre pas au Canada, qui veut, mais on laisse croire que c'est tout le monde qui entre. Mais c'est qu'on aspire les forces vives. Mais en fait, qu'est-ce que les pays en voie de développement ont besoin de leurs forces vives pour se développer? On ne peut pas se contenter de dire le contexte n'est pas bon, il faut qu'on aille chercher ailleurs. Et quand bien même on va chercher ailleurs, il faudrait qu'on pense peut-être, ça peut arriver parce que j'ai parlé de la liberté de mobilité, mais quand on va chercher ailleurs, il faudrait qu'on pense, c'est-à-dire qu'on reste attaché à sa terre, qu'on pense qu'on va chercher ailleurs là pour rentrer. Mais il y a aussi un autre facteur. Quand un étudiant a eu tout son cursus ici et qu'il veut rentrer, est-ce qu'il a la garantie qu'il trouvera un boulot qui correspondrait à sa formation? Est-ce qu'il a cette garantie? Oui, mais l'une des choses qu'on peut peut-être critiquer même à ce système éducatif occidental, c'est que on nous a éduqués à être des esclaves éternels. On ne parle pas assez, et vous allez vous demander pourquoi on ne parle pas assez de ces jeunes qui rentrent comme entrepreneurs, qui rentrent entreprendre, mettre ce qu'ils ont appris au profit de la création. Si on essaie de voir quand même au niveau... Pourquoi on n'en parle pas assez? Et c'est un mouvement qui est même très à la mode aujourd'hui. J'ai plutôt tendance à croire que mon interlocuteur voudrait donner pour responsable, unique responsable de ce que peut vivre l'Afrique, l'Occident, la politique occidentale. Bon, mais ce que j'ai envie plutôt de dire, c'est que, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure par rapport à ceux qui entreprennent, il y a des gens qui entreprennent, mais quand on regarde les statistiques, par exemple, 83% des étudiants étrangers, africains, qui viennent ici en Europe, ne rentrent pas. Et pourquoi? Il n'y a pas de politique d'accueil de la diaspora. Il n'y a pas de politique de l'accueil de la diaspora. Si on essaie de voir, vous avez parlé tout à l'heure du Canada. C'est pas n'importe qui y va. C'est-à-dire qu'on fait le tri, on recherche les cerveaux. Et chaque État recherche tout élément qui peut le développer. Or, on ne va pas prendre peut-être, je ne sais pas, un va-nu-pied disons, dans tous les domaines pour aller au Canada. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Canada va avoir des problèmes. Bon, au niveau du Canada, il y a l'accueil. C'est-à-dire, si vous faites un dossier, vous arrivez là-bas, il y a l'accueil sur tous les plans. Même ici en France, il y a quand même l'Office français d'immigration et d'intégration. C'est-à-dire que quand tu arrives, si tu arrives dans les voies normales, tu vas... Et si tu es une matière grise? Et si tu es, même si tu n'es pas une matière grise, on essaie de faire en sorte que tu puisses aboutir, on te suit jusqu'à ce que tu puisses avoir un travail. Il y a même
au niveau de la formation, on peut t'aider à faire la formation. On est accueilli. On est accueilli. On est accueilli. Même aux États-Unis, on est accueilli. Mais en Afrique, il n'y a la politique d'accueil n'existe pas. Si on veut rentrer en Afrique, que bon voilà, on a essayé d'avoir un maximum intellectuel, la formation et tout ça, on veut rentrer en Afrique. Déjà, dans beaucoup de pays, il n'y a pas de bourse. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes ici, vous vous démenez pour faire vos études, vous payez vos études. Et quand vous rentrez, vous n'avez personne pour vous accueillir, pour vous aider à réintégrer déjà sur le plan social. Je suis d'autant plus fier que son argumentaire tend à montrer, à confirmer ce que je suis en train de dire, c'est que on a des politiques, on a des États qui sont en pénurie de main-d'œuvre, et parce qu'ils sont des États forts, ils mettent sur pied des politiques qui nous dessaisissent. Et le plus grave, qu'est-ce que nos États mettent en place pour pouvoir accueillir le plus grave en fait, et c'est ça le problème, le plus grave en fait, c'est qu'on arrive à amener même les individus à croire que leur survie dépend du fait qu'ils vont rester dans ces pays-là. C'est ça véritablement le problème. C'est ça véritablement le problème. Parce qu'en fait, comme je disais, nous, aujourd'hui, les Occidentaux ils le savent tous, que le développement du monde, la chance de survie du monde réside en Afrique. Eux, ils vont y investir. Pourquoi, dans ce cadre, ils n'encouragent pas les autres à rentrer? Le fournisseur principal des matières premières. Pourquoi ils ne nous encouragent pas à rentrer et investir? Pourquoi nous, on se contente de dire que le contexte ne nous permet pas d'investir? Pourquoi eux, ils arrivent à investir? Donc, c'est en réalité ça, c'est qu'on arrive justement... Quand vous venez étudier, vous avez un statut d'étudiant. C'est-à-dire, quand vous venez étudier dans un pays européen, vous avez le statut d'étudiant parce que vous avez un projet de rentrée. Voilà. Vous payez vos études, certes. Il y a aussi l'État qui vous accueille, qui paye une partie de vos études. Pendant que le pays d'accueil, le pays d'origine ne fait absolument rien. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la plupart des cas, quand vous avez fini vos études? Est-ce qu'on vous renouvelle le titre de séjour? Non. Vous êtes appelé à rentrer chez vous. Mais dès lors que vous décidez à rentrer, la politique d'accueil c'est quoi? Rien, c'est-à-dire qu'il faut se démerder. Et quand on arrive dans un pays quelconque, qu'est-ce qu'on va vous poser comme question? Vous êtes le frère de qui? Et donc là, il n'y a plus de méritocratie, il n'y a plus de... C'est-à-dire... je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. C'est sans doute des problèmes qu'on rencontre en Afrique, mais il ne faut pas les généraliser. Comment ceux qui réussissent font pour réussir? Ils ne sont pas... Dans les années 80, on avait pas autant de fuites de cerveau les années avant 80. Mais justement, parce qu'il n'y avait pas autant de pénurie d'emplois qu'on l'a aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est que les pull factors dont je parlais sont d'autant plus clairs. On est dans des pays où la population ne croit plus. Pratiquement plus, la population est vieillissante, donc ils ont besoin de renouveler des forces et ils vont puiser dans des états faibles. Et sauf que justement, pour puiser dans ces états faibles, ils réussissent et c'est ça le mal. Vous avez dit tout à l'heure que le Canada, c'est pas n'importe qui va là-bas. Oui, c'est-à-dire il y a un tri. Même au niveau des États-Unis, on fait la politique de Green Card là. C'est cette politique que les chercheurs appellent le prioritarisme individuel que je décris, je dénonce. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que moi, qui suis intelligent, qui me suis débrouillé par mes propres moyens pour venir fréquenter en France, pourquoi est-ce qu'eux ils vont préférer me garder alors que mon frère, qui n'a pas eu la chance de fréquenter comme moi, on va le recaler parce qu'il y a une immigré clandestin? Pourquoi Et tout à l'heure, vous avez parlé d'entrepreneuriat pour tous ces jeunes qui rentrent et qui reconstruisent l'Afrique, donc tous ces jeunes de la diaspora qui rentrent et qui reconstruisent l'Afrique. Oui, mais parce qu'eux, peut-être, ils ont pu s'octroyer un capital. Mais tout le monde, je veux dire tous les étudiants
quand même qui vivent en France, est-ce qu'on ne va pas tous être des entrepreneurs en Afrique ou des hommes d'affaires? J'en connais qui sont partis. On a besoin de fonds. En fait, c'était un exemple. L'Afrique a besoin des professeurs, l'Afrique a besoin des fonctionnaires, des ingénieurs. On recrute, je crois le principe c'est de recruter les meilleurs, même si on peut décrire quelques dysfonctionnements, mais ces dysfonctionnements ne vont pas amener les gens à exagérer. Il y a un problème d'information aussi, c'est que les gens ne s'informent pas assez, peut-être parce qu'ils sont on devrait peut-être les informer. Est-ce qu'il y a justement les moyens d'information? Il y a des structures. Je vais peut-être vous surprendre. Oui. Il est démontré aujourd'hui, par exemple, que ce que les Africains de la diaspora font rentrer en Afrique dépasse de 3 fois l'aide au développement. Et on a tendance à croire que justement, l'Afrique des cerveaux. C'est à travers les Western Union. Ça, c'est dans les conséquences. Laissez-moi aller jusqu'au bout de mon argumentaire. Oui. On a tendance à croire que les cerveaux, qui sont ceux justement qui sont employés dans les grandes entreprises et qui gagnent gros, devraient normalement être les plus gros contributeurs. Mais c'est faux. Les recherches ont montré que ceux qui contribuent beaucoup à ces transferts-là, c'est plutôt même des immigrés qui sont arrivés de façon douteuse, qui ne sont même pas des mais c'est grave. Mais c'est même très grave d'ailleurs. C'est des gens qui partent et qui oublient d'où ils viennent, qui ne veulent pas en rester. On les a amenés justement, peut-être parce qu'ils sont dans une on les a amenés. Mais moi je pense que peut-être c'est pour cela que l'Afrique continue à encourager ses cerveaux de partir. Contre la fuite des cerveaux. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que un cerveau, c'est d'abord quelque chose qui appartient à une personne. Donc, une personne. Et maintenant, la personne décide de ce qu'elle veut faire de son cerveau, soit le mettre son cerveau au service de la société, soit le mettre au service de sa personne. Maintenant, ce qui est d'être pour ou contre la fuite des cerveaux, j'ai envie de dire qu'un bon cerveau ne peut prospérer que dans l'environnement on lui donne de prospérer. La plupart de ceux qui viennent ici à l'étranger, en Europe, éventuellement aux États-Unis, ils viennent faire des études, mais on ne peut pas rentrer en Afrique. Pourquoi? Parce que quand on rentre avec le bagage que nous avons, on ne nous donne pas les moyens de mettre à profit de notre pays ce que nous avons acquis ici, une façon différente de voir la vie. Et il y a un conflit de génération entre la génération qui est restée et la génération qui est partie. On arrive avec une nouvelle vision, une façon de voir les choses qui est tout à fait différente, beaucoup moins de corruption en nous, mais quand on arrive, même s'il faut monter un dossier pour faire quoi que ce soit au niveau de notre propre pays, à chaque bureau où passera ce dossier, il va falloir corrompre pour que le dossier arrive. On se sent obligé de redescendre dans la mentalité que nous avons abandonnée pour pouvoir faire ce que nous avons envie de faire. Et ça, je suis désolé, il y en a beaucoup qui arrivent ici qui ne veulent plus se travestir. Quand on dit se travestir, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus transformer la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est que la corruption, c'est pas ce qui va nous amener à un final productif. Alors nous avons besoin d'être productifs et ramener tous les cerveaux que nous avons ici en Afrique. J'ai envie de dire que le président actuel ne va pas mettre ses frères de côté pour mettre les cerveaux que nous avons au pays. Non, je ne pense pas que ce serait bénéfique pour lui. Moi je suis contre la fuite des cerveaux. Non, pourquoi? Parce que on a un problème d'infrastructure en Afrique. Je trouve que l'Afrique a beaucoup de potentiel et que justement par rapport à ce potentiel on se dit il faudrait qu'on aille à l'extérieur pour acquérir dans ce savoir-là. Non pas parce qu'on l'a pas, mais juste pour l'améliorer. Et moi par exemple mon cas, je suis venue ici pour faire mes études en sachant très bien que il faut que j'acquière de bonnes connaissances, que plus tard quand je rentrerai en Afrique, que je puisse faire asseoir ce point de vue là pour montrer que voilà, j'ai appris, j'ai des diplômes. C'est un peu dommage parce que par rapport à mes autres frères qui sont là-bas, qui se disent oui mais moi j'ai fait l'université à Yaoundé 1, Yaoundé 2, voilà ou Bouya. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un peu dommage parce que après quand on va chercher du travail, on se dit oui il est allé en Europe, mais il est resté au Cameroun, il y a du faux quelque part parce qu'il y a du faux. Et pourtant il y en a qui triment dur. Moi ça a été mon cas, j'ai trimé dur avant d'arriver ici et je me dis non, il faudrait que notre continent fasse quelque chose, notre pays fasse quelque chose, qui développe des infrastructures comme du temps d'Aïdjo qui avait développé, qui avait
créé Polytech, qui avait créé beaucoup d'institutions qui ressemblaient beaucoup aux institutions françaises pour donner donc tout ce dynamisme-là à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine. On avait vu des étudiants qui venaient de partout pour venir faire des études au Cameroun, justement parce que le Cameroun était une référence en termes d'études. Et j'aimerais bien, moi, en tant qu'Africaine, en tant que Camerounaise, que le Cameroun retrouve cette place-là et que tous ceux qui sont jeunes, qui se sont concernés, qui se disent il n'y a pas que là-bas, il n'y a pas que le reste de l'Occident. Et je vous dis, mes frères, ne croyez pas ça. Point de vue des jeunes africains, je pense que l'Afrique doit conserver ses talents en Afrique. Je pense que bien qu'il y ait un continent entier, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tout le cerveau, c'est un peu déboucher l'accès au développement. Et puis, vous venez de parler des transferts de fonds, et vous êtes pour la fuite des cerveaux. Qu'en dites-vous? Le transfert de fonds, je ne dis pas que quelqu'un, je ne vais pas dire que quelqu'un ne doit pas envoyer de l'argent pour sa famille, les membres de la famille. Mais, supposons par exemple qu'on fasse 2-3 mois sans transfert de fonds en Afrique. Ce qu'il y aura comme ébullition, effervescence. C'est-à-dire que les transferts de fonds, c'est bien, mais ça nuit. Ça nuit au développement, ça nuit au développement parce que ça rend les gens paresseux. Et ça fait en sorte que les gens qui devaient revendiquer sur place leurs droits ne peuvent pas le faire. Ça arrange plutôt les gouvernants. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Donc ça arrange les gouvernants en ce sens où bon, ils ne peuvent pas... Et si on parle des conséquences positives que... les conséquences positives, c'est que bon voilà, quelqu'un qui est malade, bon, vous pouvez envoyer de l'argent. Vous pouvez faire un petit transfert, mais qu'on ne me dise pas que quelqu'un qui est ici touche, je ne sais pas, 1500 €, il se partage ça avec sa famille qui est en Afrique, au lieu qu'on l'aide plutôt, cette famille-là, quel est le terme qu'on utilise, à pêcher son poisson. Ouais. Et justement, vous qui êtes donc pour, je vais profiter pour vous demander, quelles sont alors les conséquences, on va dire, positives alors de rester ici, les conséquences positives de rester ici, ça va dans les raisons qui font en sorte que les gens restent ici, c'est-à-dire que le bien-être, les conditions de vie, même si on est chercheur, on a beaucoup plus la possibilité de pouvoir atteindre son objectif. Imaginons un chercheur qui est en Afrique, je prends par exemple le cas du Cameroun, qui est un chercheur qui doit se déplacer d'un endroit à un autre pour faire son travail. Il ne pourra pas, c'est-à-dire pour quitter, je ne sais pas, Yaoundé jusqu'au nord, on va faire combien de temps avec tout ce qu'il y a comme insécurité. Bon, et maintenant les bibliothèques sont carrément des mouroirs. Et on dit souvent que les bibliothèques africaines sont plutôt les poubelles. Je parle des conséquences que ça apporte à l'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique profite de quoi? De votre... L'Afrique ne profite pas de grand-chose, malheureusement, à cause de la politique des gouvernants. J'ai parlé tantôt de la politique d'accueil. Il disait au niveau de toutes les manières, chaque pays essaie de tirer la matière grise pour pouvoir développer son pays. Et on ne parle pas seulement, on parle surtout de la fuite des cerveaux de l'Afrique en Europe, mais il y a aussi la fuite des cerveaux d'un pays africain à un autre. Vous avez quelque chose à dire? Oui, je suis fier de l'entendre en fait parce que... Pourquoi vous êtes fier de l'entendre? Parce qu'en fin de compte, il dit ce que je pense, c'est que je suis contre la politique qui est faite pour aspirer les cerveaux africains aujourd'hui parce que à l'heure actuelle, ça n'apporte, tel que c'est pratiqué, ça n'apporte rien de positif à l'Afrique. Et ceux qui rentrent alors, ça apporte quoi? Ceux qui rentrent, ils investissent. Ils contribuent au développement. Je pense que le simple fait d'appartenir à la nation donne induit
l'obligation de contribuer au développement de cette nation-là. Et c'est pourquoi je dis les conséquences. Moi, je suis dans une approche vraiment nationaliste, méthodologique, comme disent les chercheurs dans ce domaine-là. Je pense que la conséquence de la fuite des cerveaux ou bien la politique prioritariste ne peuvent être évaluées qu'à l'aune de ce que ça apporte aux pays exportateurs de fuite des cerveaux. Et actuellement, on ne peut pas avoir de conséquences, on ne peut pas évaluer de conséquences positives à partir du moment où je vous ai démontré que même dans les transferts de fonds, ceux qui apportent les fonds, ces fonds-là, ce n'est même pas les cerveaux, c'est davantage la petite main-d'œuvre qui apporte ces ressources-là. Donc du coup, cela impose nécessairement de revoir. Peut-être on peut critiquer à tort ou à raison la politique d'accueil, encore que dans certains pays, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens. Si on arrive à évaluer ce que la diaspora apporte, c'est parce qu'il y a dans certains pays vraiment des ministères consacrés essentiellement. Il ne faut pas qu'on se limite au cas de pays isolés, mais il y a dans certains pays des ministères consacrés justement aux nationaux de la diaspora qui essaient de faire un travail vraiment très appréciable dans le sens de l'accueil, de l'encouragement de leurs compatriotes qui sont dans la diaspora à intervenir, à participer au développement de leur nation. Donc il ne faut pas qu'on crache là-dessus. Mais ce que je dis, c'est que il faudrait que nos États soient davantage rigoureux, vigilants et rigoureux quant à vis-à-vis de ces politiques. Je parlais tout à l'heure de certains États qui font une politique d'accueil pour pouvoir mettre à l'aise les gens qui viennent de la diaspora. Je pense qu'il faudrait un investissement, un grand investissement, une volonté politique, mais malheureusement qui n'existe pas. Je ne sais pas si ça va exister dans les prochains... J'espère que ça va exister dans des prochaines années, parce que la politique, les politiques qui se font actuellement... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Précisez d'abord exactement ce qu'il faut pour... précisément pour accueillir les étudiants. Il faudrait un investissement au niveau des infrastructures, même sur le plan privé. Vous voyez, même sur le plan privé, c'est-à-dire avant que quelqu'un rentre chez lui, c'est-à-dire à travers par exemple les ambassades, les consulats, que cette personne-là puisse préparer son retour en collaboration avec l'État en question, ou bien si c'est dans le sens dans les entrepreneurs, chez les entreprises privées, qui puissent accueillir ces pays-là. Bon, et qu'il y ait une connexion avec, par exemple, le cas du Cameroun, le Fonds national de l'emploi. Parce qu'à l'époque, quand on venait étudier ici, on avait déjà l'assurance d'avoir du travail parce que c'était déjà préparé. C'est-à-dire quelqu'un était en train de finir ses études, il savait déjà là où il allait partir. Donc il faudrait que, parce que c'est aussi le travail des ambassades, il faudrait que les ambassades puissent travailler avec la diaspora présente et se préparer pour le retour. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Donc il faut des investissements, autant sur le plan financier, l'investissement les ressources humaines pour pouvoir accueillir ce beau monde-là. Parce que imaginez que par exemple quelqu'un qui rentre, il n'a que pour lui son sac avec son diplôme. Il ne sait pas où il va aller. Quand il va aller dans un ministère, on le renvoie dans un autre ministère. En fait, je vais dire, il ne faudrait pas que... c'est vrai qu'on dit que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature, mais il ne faudrait pas que la situation soit limitée à l'Afrique, qui n'est pas représentatif de la situation. Est-ce que vous savez que, avant de répondre à votre question, est-ce que vous savez qu'au Gabon, les étudiants ont des bourses pour venir fréquenter à l'étranger et que peu d'étudiants à la fin de leur formation rentrent? Est-ce que vous savez que dans certains pays africains, au-delà de la bourse, on leur donne des femmes? On parle de la bourse. Ça c'est l'un des rares. Écoutez, laissez-moi. Ça c'est l'un des rares. Ce n'est pas l'un des rares pays. Est-ce que vous savez que dans certains pays africains, on donne des bourses aux étudiants pour venir fréquenter à l'étranger et qu'au retour, on leur donne une certaine somme pour pouvoir s'installer et qu'après avoir récupéré cette somme-là, puisqu'ils ont encore leur titre en cours, ils prennent cette somme et ils reprennent leur billet d'avion pour rentrer? Non, mais il ne faudrait pas que justement on reste fixé. C'est que c'est un problème, comme je l'ai dit, c'est un problème complexe et c'est un problème
qui est complexe parce que justement, les États qui sont supposés être des partenaires de l'Afrique n'aident pas l'Afrique. Il y a quand même l'Erasmus Mundus. L'Erasmus Mundus qui permet, avec l'Afrique, qui permet à financer les étudiants africains pour qu'ils puissent, après leurs études, rentrer chez eux. Mais sans que quand ils rentrent, ils reprennent le billet pour rentrer. C'est-à-dire quand ils ont fini leur contrat avec la bourse, ils reprennent le billet pour rentrer. Mais pourquoi ils rentrent? Parce que justement, quand ils sont dans ces états d'accueil leur vendent le rêve qui n'est pas celui de rentrer aider leur pays. Et c'est ça le problème. Vous n'allez pas me dire que vous rentrez avec votre bagage intellectuel. Quand vous avez fini vos études, on vous tend 150 € pour commencer. On vous dit, bon, vous allez commencer avec 150 €. Maintenant que j'ai dit cela, on peut tirer profit de cette fuite des cerveaux. On peut tirer vraiment, véritablement profit de cette fuite des cerveaux. Parce que de toute façon, c'est un enrichissement, quel qu'en soit le cas, de faire le vivre. Mais comment est-ce qu'on peut tirer? Malgré alors la défaillance de l'État, parce que l'État ne sait pas mettre des infrastructures d'accueil et tout, qu'est-ce que nous on peut faire? Je veux dire. Oui, mais moi je dis. Est-ce que c'est l'État qui devrait toujours nous-mêmes? Est-ce que vous qui ne pouvez pas vous forcer à. C'est juste faire des économies pour y rentrer. C'est pas une chose aisée. Déjà, ceux qui sont les locaux d'ici n'arrivent pas à faire des économies. S'il faut faire des économies pour pouvoir entrer, si on veut faire peut-être, on veut une entreprise, on veut créer une entreprise, il faudrait bien des fonds. Or ici, pour créer une entreprise, on va à la banque. On va à la banque pour créer une entreprise. Mais ce qui n'est pas le cas dans des pays africains, les gens qui reviennent beaucoup plus, c'est les conditions, à mon avis. À mon sens, c'est les conditions de vie, les conditions salariales, les conditions sécuritaires. Ce n'est pas seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique viable qui puisse faire d'attraction. Non, mais la responsabilité repose sur les individus. L'expérience a montré que le contexte africain, jusqu'à présent, reste le contexte le plus propice aux investissements. Mais j'ai dit, les gens préfèrent rester ici parce qu'ils veulent rester esclaves, ils veulent rester prisonniers d'un salaire, de rien du tout, qui ne leur permet même pas justement de faire des économies comme il l'a dit. Pourquoi ils ne peuvent pas rentrer s'imposer dans un contexte, même si le contexte est difficultueux? Nous savons que nos États sont faibles, nous savons que nos États sont économiquement fragiles, donc nos États ne peuvent pas se permettre de développer certains types de moyens. Mais ils font des efforts, il faut le reconnaître. Si on prend encore le cas du Cameroun, savez-vous combien de programmes existent pour encourager les jeunes à la création d'emplois, pour encourager les jeunes à se former professionnellement, à s'intégrer sur le plan socio-professionnel? Savez-vous que le taux même, c'est-à-dire que des crédits qui sont alloués aux gens qui s'investissent dans ces programmes-là, et des crédits sans taux d'intérêt, on n'arrive même pas à recouvrer. C'est-à-dire que dans la proportion normale, 30% de ces programmes, c'est-à-dire que les gens sont dans une mentalité où ils veulent rester, ils se disent, quand on vient récupérer les crédits qui leur ont été alloués, ils disent, ceux qui ont détourné des millions, tu vois un peu, c'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité qu'il faut changer. Combien essaient de rentrer et qui sont obligés de revenir? Si les gens ne rentrent pas, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays. Mais combien les étudiants, combien d'étudiants ont, si on dit maintenant qu'on va donner, on essaie de voir toutes les ambassades d'Europe au Cameroun, comment vous parlez du Cameroun, si on dit maintenant qu'on va donner des visas pour les études, je peux vous garantir que c'est-à-dire Yaoundé sera bondé de rangs. Pourquoi les gens veulent partir? C'est parce qu'il n'y a pas de bonne condition, il n'y a pas de... Un amphi, on peut se retrouver avec un amphi de 500 places, au lieu d'avoir 500 places ou bien moins, on se retrouve avec 3000 personnes. Mais ça c'est discutable. Moi je dis, les gens veulent partir. Est-ce que c'est normal encore en 2016? Justement, les gens veulent partir parce qu'ils croient au rêve. Mais partir serait même mauvais. Fondamentalement, moi je dis, je me définis comme expatrié académique parce que je pense que partir pour se former en soi n'est pas mauvais. Sauf que justement, les recherches montrent que le vivier
le vivier de la fuite des cerveaux, là où les gens vont recruter plus facilement, c'est dans les étudiants qu'ils font. Vous savez, ils donnent l'impression d'aider les étudiants ressortissants des pays pauvres à se former, mais en réalité, ils les font pour les aspirer, pour les exploiter. Sauf que les laisser rentrer. Quand vous avez le statut, en France, quand vous avez le statut, que vous ayez, je ne sais pas, Bac plus 16. Bac plus 16, je ne sais pas, Bac plus 8, le Bac plus 8, vous avez toujours le statut d'étudiant. Et quand vous avez fini votre formation, et vous partez. Et par contre, non, mais je vous ai dit, ça dépend des cas. Ça veut dire que quand vous êtes dans une filière qui est prisée, on vous donne le statut de scientifique, chercheur scientifique. Au bout de 2 ans, vous pouvez prendre 10 ans sans avoir fini vos études. Parce qu'on sait qu'à la fin de vos études, on aura besoin de vous. Et c'est cette politique que je critique. C'est cette politique de prioritarisation des formations que j'ai. Et qu'est-ce qu'il y a comme attraction pour cette personne-là dans son pays, son pays d'origine? Qu'est-ce qu'on lui promet? On lui promet absolument rien, on ne sait même pas s'il existe. Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui promette? Il faut qu'il sache qu'il a le devoir de rentrer, aider ce pays à sortir du marasme. Et quand il arrive en pays d'origine, c'est pour cela que je parlais d'accueil. Il n'a personne pour l'accueillir. Mais il n'y a aucune. Si vous partez, je peux vous garantir. Si vous partez dans un pays, et peut-être que vous n'êtes pas il y a dans un complexe, non? Mais je vous ai dit le débat que nous sommes en train de faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un complexe dans le pays d'origine qui ferait que les étudiants rentrants sont mal accueillis? Mais oui, il y a un complexe, ça c'est vrai, il y a un complexe. En dehors de ce complexe-là, comment voulez-vous donc, dans un pays où on retrouve des milliers et des milliers de faux diplômes, donc quelqu'un qui a un faux diplôme, il est entrepreneur dans une grande entreprise de la place, vous pensez que lui, il va vous embaucher avec la formation que vous avez, vous pensez qu'il va vous embaucher? Il va vous tourner en rond et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout seulement chercher en sorte que si vous avez un peu de sous, vous puissiez injecter ces sous-là. Ça s'est montré par beaucoup d'exemples. Je vous ai dit, le débat que nous sommes en train de mener, c'est un débat qui a été mené en Angleterre dans les années 60. Mais on n'est pas en Angleterre. Quand il parle de politique d'accueil, c'est que l'Afrique, avec ses moyens faibles, ne peut faire que ce qu'elle peut faire. Maintenant, là où je pourrais même critiquer l'Afrique, ce sera au niveau de quelles solutions faire pour rendre ces cerveaux-là plus rentables à l'Afrique. Si on est sur cette question, je vous répondrai. Mais je dis, l'Afrique n'est pas obligée, avec ses moyens faibles, déjà qu'il faut trouver des moyens même pour soutenir l'Afrique, avec ses moyens faibles d'accueillir, au sens où vous l'entendez, de donner de l'argent. Il faut donner de l'argent sur un programme. Il y a des programmes qui aident les gens à s'installer. Venez avec un programme et quand vous êtes à vous installer. Est-ce que tout le monde a besoin d'avoir un programme quand il faut rentrer chez soi après les études? Quand vous faites une formation, et c'est là justement où j'interpelle. Si vous êtes médecin, si vous avez fait médecine par exemple, on va dire en France, et il faut rentrer chez vous, il vous faut absolument le bagage. Est-ce que vous savez justement que le ratio médecin-patient est si faible en Afrique que justement parce qu'on a des médecins qui préfèrent aller travailler ailleurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de médecins, pourquoi ils ne viennent pas travailler? Est-ce qu'il faut absolument qu'on leur propose un programme? Sauf si justement on proposait un programme, c'est voir on leur donne des millions, on leur donne 1500 euros. Aujourd'hui, on a peu de médecins par rapport à la Je parlais de la volonté politique. J'ai un ami qui disait s'il y avait la volonté politique, dans les États africains, les États africains retrouveraient le développement. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Mais il ne faut pas oublier que quand quelqu'un de la diaspora rentre et qui veut du travail, c'est-à-dire celui qui est là, il se dit que lui, il n'a pas la même position, c'est-à-dire que bon voilà, c'est pas quelqu'un qui arrive, il a un bagage intellectuel, il a des compétences, il peut venir donner un coup de main à la nation, mais il le voit comme un rival qui va venir prendre sa place. C'est ce que je t'ai entendu, je parlais de complexe. Non, il y a ce complexe-là dont vous parlez tout à l'heure, et ça fait que ça freine. C'est un fléau. Ça freine, c'est un fléau. Et au niveau de la politique générale, il faudrait qu'on vous incorpore dans peut-être le parti politique, le parti État, pour que vous puissiez avoir une place. Mais si vous ne voulez pas être incorporé dans ce parti État, on vous prend comme un danger, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être subversif,
à long terme. Non, mais je pense que c'est une exagération. On ne peut pas partir de cas particuliers pour généraliser. C'est un peu dans beaucoup des pays d'Afrique centrale, en tout cas l'Afrique francophone. C'est une généralisation un peu abusive. On a des jeunes qui réussissent, ça sortent très bien. On a plein. Votre émission tire vers la fin. Je voulais savoir si M. Mbili aurait des solutions. Il y a des solutions. Il faudrait déjà investir sur la qualité de la formation pour que les gens qui sont sur place, pour qu'ils n'aient pas le souci, envie de partir à l'extérieur. Il faudrait aussi une politique d'accueil, je parlais tantôt, des structures, une structure d'accueil où il y aura des ressources humaines, pas seulement au niveau de l'infrastructure, des ressources humaines qui travaillent pour le devenir de la diaspora, pour l'accueil de la diaspora. Il faudrait aussi la gouvernance politique, que on arrête un peu de faire de la xénophobie de la diaspora qui rentre. Parce que dans les faits, on peut tout dire à la télé, on peut dire que bon voilà, il faut rentrer, mais dans les faits, il y a une certaine forme de xénophobie vis-à-vis de la diaspora. Il y a autre chose au niveau des infrastructures en général, des universités et également pas seulement les bibliothèques, mais les contenus des bibliothèques, par exemple pour les chercheurs, les conditions viables pour que la diaspora puisse rentrer et que ceux qui veulent partir à l'étranger puissent ne pas avoir cette attraction-là d'aller à l'étranger. Et également le salaire, parce que qu'est-ce que recherchent les cerveaux? Ils recherchent une certaine forme de reconnaissance et ils recherchent les meilleures conditions de vie et les meilleures conditions de travail. Ça, c'est le but principal. Qu'on ne vous dise pas que quand quelqu'un quitte chez lui, pour l'étranger, c'est pour qu'il ne revienne pas. Il aimerait rentrer. Combien essayent de rentrer et, vu le contexte local, sont obligés de repartir, de se préparer une fois de plus pour essayer de faire un saut. Merci, monsieur. Voilà. Donc, et une dernière question. Une dernière réponse. Une dernière réponse, autant pour moi, ce n'est pas une solution. Si les gens qui vont à la diaspora, qui sont dans la diaspora et qui ont fait leur vie à la diaspora, beaucoup rentrent à la retraite. Posez-vous bien la question, pourquoi ils rentrent à la retraite quand ils sont déjà à la retraite? Question à suivre. Alors, vous, les solutions? Les solutions que viennent de donner le docteur Billy sont des solutions viables, mais ces solutions ne peuvent porter que si ça se fait de façon aussi concertée avec les pays que je qualifie comme les pays exploitateurs de ces cerveaux. Alors, moi je pense que je n'irai pas. Je ne vais pas exagérer pour parler de la taxe baguettique du nom d'un économiste qui demandait qu'on taxe les immigrants, c'est-à-dire au-delà des impôts qu'ils payent dans les pays d'accueil, qui payent des impôts à leur pays d'origine pour les décourager. Peut-être pas pour les décourager, mais au moins pour combler le manque à gagner qu'ils font perdre à ces pays-là. Mais je ne veux pas être extrémiste, je ne vais pas jusque-là. Mais je pense qu'on est dans une situation où le contexte mondial aujourd'hui ne peut pas nous permettre d'arrêter la mobilité individuelle. Mais comment on peut, la question doit être celle de savoir comment on peut tirer un maximum de profit, comment les pays, les États faibles, les États en voie de développement peuvent tirer un maximum de profit de ces migrations-là. Et moi, je vais m'approprier du thème de la global localisation, qui est un concept qui consiste à penser que les gens qui vont ailleurs, ils accumulent un certain nombre d'expériences, ils ont une multiplicité d'appartenances, et ces appartenances, ces expériences peuvent être mises en réseau pour aider les gens qui sont restés sur place. Ça peut être une façon de rentabiliser
cette Merci, fuite des monsieur cerveaux. Charles. Je n'ai pas fini, laissez-moi aller jusqu'au bout. L'autre façon de rentabiliser, l'autre façon de rentabiliser cette fuite des cerveaux peut être de négocier ou à défaut d'imposer aux pays qui d'accueil de donner en retour de l'exploitation de ces fonds des dividendes pour soutenir ces pays, parce que très souvent c'est des gens qui ont commencé leurs études dans des pays d'origine, et dans ces pays d'origine on sait que malgré le fait que les conditions ne sont pas réunies, l'État subventionne leur formation, quel qu'en soit le cas, parce que l'éducation qu'on donne n'est pas à la hauteur, n'est pas ce qu'ils payent en contrepartie comme frais de scolarisation, n'est pas à la hauteur de ce qu'ils reçoivent comme éducation, et c'est des dépenses énormes que l'État voudrait au moins récupérer. Donc il ne faudrait pas que cette fuite des cerveaux soit toujours vécue comme une perte sèche pour nos États. Il faut au moins qu'on puisse rentabiliser cela. Donc, je vous remercie infiniment. L'Afrique est incontestablement le premier fournisseur des matières premières. Est-elle en train de devenir le premier fournisseur des matières grises? Je vous quitte avec ce proverbe africain qui dit « Une seule main ne peut pas nouer un mets ». À bientôt sur Roots TV.